Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au Centre Olivier Carol à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, pour ce rendez-vous avec Sandrine Aulin, que nous accueillons pour la première fois. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour cette soirée de rencontre que nous organisons en partenariat avec la MGEN et la CASDEN. Et avant de vous en dire plus, je vais directement passer la parole à Henriette Mandemont, qui va s'exprimer donc pour la MGEN et la CASDEN. Bonsoir à tout le monde. Nous avons pris la très bonne habitude depuis de nombreuses années d'accompagner l'Estive avec bonheur dans les problèmes de société qui nous concernent directement et qui tournent autour de la santé, du bien-être, du bien-vivre. Et nous sommes heureux ce soir parce que cela représente les valeurs de la MGEN et de la CASDEN, dans la mesure où ça touche aux problèmes sociétaux et que nous plaçons au centre de nos préoccupations l'homme, la solidarité. Donc nous sommes convaincus que Sandrine ce soir va effectivement nous parler de la place de la femme et qui est peut-être dévoyée, c'est ce qu'elle nous dira. Et nous sommes sensibles à votre présence et nous vous en remercions. Très bonne soirée à vous. Merci beaucoup, merci encore à vous. Et on est ravis de vous accueillir si nombreuses et nombreux. Et vraiment, merci aussi aux enseignants qui ont emmené ces jeunes gens du lycée de Saint-Giron. Je crois qu'il y a au moins 2-3 générations représentées dans la salle et beaucoup d'hommes aussi. On est ravis de vous trouver là ce soir. Et je voudrais vraiment aussi à titre personnel remercier et féliciter Sandrine qui m'a beaucoup éclairée aussi. Quand on est une femme et qu'on fait une petite carrière, on ne se pose pas toujours les questions, les bonnes questions. C'est vrai que le féminisme, c'est un grand mot et en fait ça recouvre une pluralité de réalité. C'est aussi un concept qui historiquement a beaucoup évolué et c'est extrêmement précieux d'avoir un éclairage comme le vôtre sur un tel concept et de se le réapproprier personnellement, individuellement et collectivement à nous tous. Donc ravi de partager cette conférence avec vous. Très belle soirée. Et aussi vous dire qu'après, il y a un super spectacle de Julie Bérez qui s'appelle La Tendresse. Et Julie, malheureusement, n'a pas pu être là, mais Alice Gosselin, qui travaille avec elle, viendra nous rejoindre en toute fin de conférence pour vous dire quelques mots du spectacle. Pour celles et ceux qui voudraient rester, il reste peut-être quelques places. Je m'avance peut-être, mais voilà, si ce serait je pense un très beau prolongement aux échanges qui vont commencer là tout de suite. Merci de votre attention. À vous, Sandrine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation à vous parler de mon essai « Chère collaboratrice », qui est donc paru l'an dernier aux éditions La Découverte. Alors, vous m'avez laissé carte blanche pour une petite heure d'intervention. Peut-être que je ferai un petit peu plus court parce que j'ai plutôt la réputation d'être concise. Ça fait donc partie pour moi de l'exercice ce soir de tenter quelques digressions. Alors, il y a quelques semaines, le week-end du 27-28 avril, très précisément, entre 2 poussées de fièvre qui, je ne le savais pas encore, étaient liées au début d'une grippe, je suis allée assister à plusieurs parties d'un séminaire qui se tenait sur 4 jours au Centre Pompidou à Paris. Le séminaire avait pour titre « Comment vivre maintenant ?» Lors de la conférence de conclusion, une des intervenantes, la chercheuse indépendante Zeynep Gambetti, a eu ces mots qui ont particulièrement résonné pour moi et retenu mon attention. Elle a dit « Le néolibéralisme est fascisant dès le départ ». Alors, il est souvent question de néolibéralisme et de lutte queer, féministe, antiraciste, anticoloniale, décoloniale ou encore écologiste dans les conférences que je vais écouter. Vous vous en doutez, en fait, c'est ce qui inspire mes écrits. Mais j'ai noté cette phrase « Le néolibéralisme est fascisant dès le départ » parce que j'allais avoir besoin d'y revenir et d'y réfléchir. Si le néolibéralisme est vraiment fascisant dès le départ, alors c'est une nécessité vitale d'y échapper, d'en sortir. Sortir du cadre, adopter la stratégie de la fuite était d'ailleurs l'une des propositions faites par une autre des intervenantes, Nassira Ghenif, sociologue à Paris 8. C'est la proposition que je fais également en conclusion de mon essai, chère collaboratrice, dans lequel je questionne l'émergence d'un courant féministe néolibéral. Et à la fin duquel je pose la question, c'est le sous-titre du livre, « Comment y échapper ?» Nous y reviendrons par la suite. Pour Zeynep Gambetti,
Le néolibéralisme est fascisant dès le départ car il nous soumet à une forme d'autoritarisme assez particulière qui est l'autoritarisme des marchés, et des marchés financiers notamment. Un autoritarisme économique qui impose partout les lois de marché, c'est-à-dire la valeur fixée par la relation entre l'offre et la demande, la concurrence, la monétisation, la marchandisation, la contractualisation. Et parce que ces lois du marché, je suis allée relire cette chercheuse qui s'appuie, comme je l'ai fait dans mon livre, sur les travaux très riches de Wendy Brown sur le néolibéralisme, parce que ces lois du marché en viennent à contrôler de manière totalisante toutes les sphères de la société, et jusqu'aux individus eux-mêmes et elles-mêmes, s'inscrivant en nous comme de nouvelles lois naturelles, comme de nouvelles normes, alors oui, on peut dire que le néolibéralisme est fascisant. Et je pourrais vous donner des exemples de ce que nous voyons potentiellement tout, y compris le féminisme, comme un investissement. Nous calculons les coûts et les bénéfices de chaque action, chaque décision. Nous valorisons et favorisons davantage la concurrence et la compétition que l'entraide. Pardon, tournage de page. Le néolibéralisme est sans doute aussi fascisant dès le départ parce qu'il requiert une très forte intervention de l'État. Et c'est ce qui en fait un néolibéralisme, un nouveau libéralisme. À la différence du libéralisme qui prônait le laisser-faire et donc l'absence d'intervention de l'État, les néolibéraux ne croient pas ou ne croient plus à la main invisible capable d'organiser les échanges et la libre concurrence. Cette concurrence libre et non faussée reste leur boussole, un but à atteindre, mais elle n'existe pas dans la nature ou dans la nature humaine, si vous voulez, parce que la nature humaine, et je caricature ou résume à gros traits la pensée des néolibéraux, n'est ni suffisamment parfaite, ni suffisamment rapide pour suivre les avancées technologiques et économiques. La nature humaine est par ailleurs fainéante, pleine d'automatismes et de préjugés qui nous poussent à agir de manière parfois non optimale du point de vue de la société ou de l'économie. La rationalité économique s'apprend, et c'est ce à quoi l'État s'attelle. Pour les néolibéraux, l'État doit donc intervenir partout pour faire respecter les lois du marché, la libre concurrence et la rationalité économique. Les individus en sont réduits à des unités d'un ensemble plus vaste nommé population, les unités de capital d'un capital global. La population est ce capital global. La population est un des capitaux que l'État entreprise contrôle, manage, fait fructifier et doit discipliner et former. Le néolibéralisme est une idéologie qui nous fait croire qu'elle est dépolitisée, ni de gauche, ni de droite, en dehors du jeu politique, mais rationnel, logique, agnostique, se bornant à appliquer des lois mathématiques et comptables. En cela aussi, peut-être, le néolibéralisme est fascisant dès le départ, et je n'avais pas été aussi loin dans mes réflexions et en écrivant ce livre, peut-être parce que le contexte était un tout petit peu moins effrayant à l'époque. Dans mes réflexions, en revanche, je me disais qu'une idéologie qui s'appuie sur des inégalités et qui produit des inégalités, si on met clairement en lumière ce fait, ne peut in fine duper personne. Je me disais également que nous ne pouvons lutter contre si nous ne nous rendons pas compte à quel point elle s'est déjà infiltrée en chacun et chacune de nous. Et j'aborderai ce point après en revenant sur les idées que j'ai développées dans mon essai. Mais avant cela, je voulais revenir à cette conférence dont je vous parlais au début de cette intervention. Je voudrais témoigner, alerter sur ce qui est en train de se passer, parce qu'il me semble que la réception d'un texte peut être très différente en fonction du contexte dans lequel on le reçoit. Chaque année, le Centre Pompidou invite une personnalité autour de laquelle se fera une partie de la programmation, puisque si vous ne le savez pas, le Centre Pompidou, comme de nombreux musées, c'est aussi, enfin c'est pas seulement un lieu d'exposition, mais c'est aussi un lieu où s'organisent des débats, des rencontres, des projections de films, des représentations théâtrales, de la danse, des performances, des lectures sur tous les sujets qui traversent notre société, finalement un peu comme ici. C'est d'ailleurs le centre culturel parisien où j'ai vu presque toutes les conférences et interventions qui m'ont marqué ces dernières années. Cette année 2023-2024, le Centre Pompidou accueillait Judith Butler. Alors Judith Butler, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une philosophe états-unienne qui aujourd'hui travaille beaucoup sur les questions de deuil et de vivabilité de l'existence. Mais elle est surtout connue pour ses travaux sur les questions de genre. Elle a écrit notamment Troubles dans le genre en 1990 et ça a été traduit dans les années 2000 en France. Et c'est un peu le livre phare des études de genre et c'est le livre qui lance les études queer. Pour moi qui ai écrit
en lien avec le féminisme, pour moi qui suis lesbienne et queer, et pour moi qui m'intéresse tant à la philosophie et à la politique, la pensée de Judith Butler est absolument centrale dans mon cheminement. Et je suis loin d'être un cas isolé. Judith Butler qui se déplace à Paris, c'est quelque chose. Les conférences du Centre Pompidou sont, comme ici, gratuites, et il est impossible de réserver. Donc quand quelqu'un comme Judith Butler est invité en conférence, même si la salle peut accueillir 500 personnes, je vous conseille d'arriver très très tôt. Je me souviens que pour la toute première conférence en septembre dernier, en bonne groupie que j'étais arrivée donc 1h30 avant le début, et il y avait déjà un petit groupe de personnes qui attendaient. Je me suis assise derrière eux et j'ai attendu que mes amis me rejoignent. Quelques mètres derrière moi, il y avait mon autre idole qui faisait la queue, comme tout le monde, Virginie Despentes. Et ça me faisait chaud au cœur. Ça me faisait chaud au cœur de faire partie de cette époque. Ça me faisait chaud au cœur de venir écouter Judith Butler. Ça me faisait chaud au cœur, cette effervescence intellectuelle, cette force de ceux qui résistent au retour en arrière. Ça me faisait chaud au cœur de se tenir tous et toutes ensemble. Butler a été accueillie et applaudie comme une rockstar. C'était assez fou. Mais Yael avait décidé de faire son intervention en français. Donc autant vous dire, on n'a pas compris grand-chose, mes amis et moi, mais comme on avait déjà lu ses livres, c'était pas très grave. On était juste contents et contentes d'être là, ensemble, en sa présence. 4 débats étaient programmés fin 2023, puis d'autres en début d'année. Et donc le cycle se terminait avec ce fameux week-end du 27-28 avril. Entre-temps, le conflit entre Israël et la Palestine s'était ravivé avec la plus grande violence. Et Judith Butler, qui comme beaucoup d'autres juifs américains antisionistes avait dénoncé le génocide en cours à Gaza et la politique coloniale et d'apartheid du gouvernement israélien actuel, Judith Butler s'est retrouvée en France la cible de nombreuses attaques et censures. Plusieurs de ses prises de parole ont été interdites, plus ou moins de manière indirecte et plus ou moins de manière incompréhensible pour une grande partie du monde militant de gauche. La fin du cycle de conférences autour de Judith Butler à Pompidou, proposée et programmée par Judith Butler, se déroulait donc sans Judith Butler, c'est-à-dire sans qu'elle ne prenne part au débat, sans qu'elle ne prenne la parole. En réalité, Yael n'a pas perdu une miette de ce qui se disait, puisque Yael était, et il ne fallait peut-être pas le dire, mais l'événement est maintenant terminé, dans le public. Que Judith Butler se trouve ainsi silenciée, censurée, sonne comme le symbole d'un retour en arrière violent, d'un backlash sur nos idées. Je voudrais que vous en ayez conscience. Tout début d'indignation, tout début de soulèvement et de résistance à l'autorité ou à la voix officielle des institutions est de plus en plus fermement réprimé, censuré, interdit, annulé ou effacé. Je vous raconte cela parce que le moment dans lequel je prends la parole aujourd'hui pour vous parler de mon essai « Chère collaboratrice » n'est pas le même que celui dans lequel je l'ai écrit, qui était la crise du Covid, ni celui dans lequel il est sorti, les manifestations contre la réforme des retraites, ni celui qui m'a poussé à l'écrire, la récupération d'une parole féministe libérée et presque devenue à la mode 2 ans après MeToo. Cette évolution de contexte vient peut-être simplement confirmer que le néolibéralisme est effectivement fascisant dès le départ. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. On ne peut pas séparer un texte de son contexte, d'ailleurs. Étymologiquement, contexte signifie tout simplement ce qui entoure le texte et qui aide à le comprendre, qui aide à en comprendre le sens. Et le contexte qui m'a poussé ce livre, je l'ai raconté un petit peu dans son introduction, mais je crois que le contexte dans lequel est sorti ce livre et le contexte dans lequel nous en parlons aujourd'hui peuvent lui donner un sens un peu différent ou appuyer une conclusion. Sa conclusion peut être la nécessité d'échapper, de sortir du système néolibéral. Pour ma part, je trouve le contexte actuel particulièrement inquiétant. Je trouve qu'il crée un sentiment d'urgence à agir, à se poser les bonnes questions, à ne pas tergiverser, à prendre beaucoup plus fermement position, à ne pas craindre la censure et à réfléchir de nouveau à l'importance de la convergence des luttes. Avant que tous les garde-fous de nos démocraties et avant que toutes les avancées sociales ne tombent les uns et les unes après les autres. Je vais vous donner un autre exemple dépeignant le contexte actuel. En janvier, une analyse du quotidien britannique le Financial Times, ainsi que le 6e état des lieux du sexisme en France, publié par le Haut Conseil à l'égalité, faisait état du même constat. La jeunesse se polarise. La jeunesse est en train de se polariser, et ce, de manière un peu inquiétante, puisque la vision du monde à laquelle adhèrent les jeunes hommes diverge de plus en plus de celle des jeunes femmes, et vice-versa.
La première étude, celle du Financial Times, montre, en s'appuyant sur des sondages et des données électorales, que les hommes de moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à se rapprocher des valeurs conservatrices et que les jeunes femmes, à l'inverse, rejoignent les camps progressistes et féministes. L'état des lieux du Haut Conseil à l'égalité, lui, note une persévérance, voire une augmentation des réflexes masculinistes. Par exemple, un quart des hommes entre 25 et 34 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, et 1 sur 5 considère normal d'avoir un salaire supérieur à sa collègue à poste égal. Autre exemple, les politiques et mesures visant à promouvoir l'égalité de genre ou la diversité en entreprise, politiques et mesures que j'ai largement critiquées dans mon livre en essayant de montrer à quel point c'était néolibéral, ces politiques se trouvent elles-mêmes de plus en plus attaquées par les mouvements conservateurs. C'est particulièrement le cas aux États-Unis où, par exemple, l'entreprise qui détient la célèbre marque de bière Budweiser a perdu 20% de sa valeur en bourse après une opération de boycott des mouvements conservateurs, car cette marque de bière avait montré son soutien à une femme trans célèbre aux États-Unis dans le cadre d'une opération publicitaire. Je pourrais également vous citer le cas de la marque de café, de la chaîne de café Starbucks, qui avait choisi l'an dernier à New York de ne pas décorer ses boutiques des drapeaux arc-en-ciel LGBT pendant le mois des fiertés pour ne pas être étiqueté comme woke. Je vous le dis au passage parce que j'y étais l'an dernier et il est tout à fait commun à New York d'afficher des drapeaux arc-en-ciel pendant tout le mois de juin, tout le mois des fiertés, que vous soyez une banque ou un cabinet vétérinaire. Il y a donc urgence à la fois à se positionner contre ce retour de bâton et à agir, à redoubler d'efforts pour se repolitiser et lutter contre les rapports d'oppression dans toutes les structures de la société. L'erreur serait de croire que ce qui a été acquis ne sera pas repris et que les quelques mesures d'affichage marketing ou politiques prises ça et là pour calmer la colère des femmes bourgeoises amèneront des changements profonds et durables pour toutes et tous. Et je pense notamment à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mesure symbolique et importante certes, mais suivie d'aucune mesure concrète garantissant un accès rapide et facilité à l'IVG pour toutes. Dans Chères collaboratrices, je dénonce l'influence de l'idéologie néolibérale et notamment de sa culture individualiste, entrepreneuriale et concurrentielle sur les mouvements féministes. Et le message que je veux faire passer, je crois, dans ce livre, que je pense j'ai écrit pour les féministes néolibérales, pour les collaboratrices, pour les femmes blanches et bourgeoises des entreprises chez qui je sentais des petites envies de révolution, le message que je voulais leur faire passer, et c'était aussi sûrement un message à moi-même, à la personne que j'étais avant, ce message, c'était « Ne vous trompez pas de combat, ne mettez pas votre énergie au mauvais endroit, regardez comment fonctionne le système. » Et je crois qu'au moment où le président a commencé à parler de réarmement démographique, au moment où on sentait que ça le démangeait de ne pas s'autoriser à réutiliser l'expression « travail, famille, patrie », que pourtant il semblait avoir sur le bout de la langue, je crois qu'à ce moment-là, on avait comme la confirmation que ça cloche forcément quand quelqu'un qui défend becs et ongles le néolibéralisme vous dit qu'il peut œuvrer à l'égalité femmes-hommes en entreprise au point d'en faire la grande cause de son premier quinquennat. Alors peut-être que c'est le moment maintenant pour moi de rentrer un peu dans le détail de mon essai, après cette longue introduction. Qu'est-ce qu'on entend par féminisme néolibéral ? Alors pour faire simple, on peut dire que c'est un discours féministe qui intériorise le dogme néolibéral et notamment 2 idées qui ont été analysées par Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique. Michel Foucault, c'est un historien et philosophe français des années 60, 70, 80. Et c'est un texte sur lequel je m'appuie beaucoup au début de mon essai, Naissance de la biopolitique. C'est un résumé, enfin c'est son cours au Collège de France sur le néolibéralisme. La première idée du dogme néolibéral, c'est que l'individu est entrepreneur de lui-même ou d'elle-même. C'est-à-dire que lui-même ou elle-même se perçoit comme une entreprise. La deuxième idée, c'est que l'individu peut être assimilé à du capital. Capital humain, ressources humaines exploitables pour et par l'entreprise.
la sienne ou celle d'un ou d'une autre. Et que l'on parle de son capital santé, de son capital séduction ou de son capital employabilité, on voit que c'est un terme qui est entré dans le langage courant pour désigner nos capacités et nos compétences. Et d'ailleurs, tant celles dont on hérite que celles que l'on acquiert. Mais il y a aussi cette idée qu'un capital ne doit pas rester au repos et qu'un capital, il faut le faire fructifier. Alors, bien sûr, personne ne se désigne féministe néolibérale, en tout cas pas à ma connaissance. C'est un angle d'analyse que j'ai choisi dans l'essai. Et en fait, dans l'essai, je montre pourquoi tel type de discours se disant féministe ou tel type de pratique peut être considéré comme néolibéral, selon ce que je viens de vous expliquer. Et petit aparté aussi pour vous dire que j'ai beaucoup travaillé en fait à partir du langage, du discours, des mots utilisés. Et je pense que c'est l'utilisation de certaines expressions par des féministes qui m'a amené à rapprocher et à questionner ensemble féminisme et néolibéralisme. Le féminisme néolibéral, c'est donc un discours qui construit un sujet féministe à qui seul ou presque incombe la responsabilité de s'émanciper des inégalités de genre, en faisant les bons choix d'investissement, les bons choix de partenaires, ceux qui lui permettront d'augmenter sa valeur et sa compétitivité sur le marché, les bons choix qui lui permettront d'augmenter la valeur de son capital, puisque tout, dans le monde néolibéral, peut être ramené à un marché, au capital et au jeu de la concurrence. C'est un discours qui fait fi de toute analyse structurelle, historique ou sociale des inégalités, et qui diffuse l'idée que si, après des décennies de lutte, les inégalités de genre persistent, c'est parce que les stéréotypes ont la peau dure. C'est un discours qui est profondément individualiste et intéressé dans le sens où il doit produire des intérêts, un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une finalité individuelle et rentable à cet effort féministe. Le concept de féminisme néolibéral, tel que je l'ai abordé dans le livre, apparaît dans le monde académique états-unien à partir du milieu des années 2010, en réaction à l'émergence de figures comme Sheryl Sandberg. Alors Sheryl Sandberg, je ne sais pas si vous voyez toutes et tous de qui il s'agit. En tout cas, je pense que vous utilisez tous l'application qu'elle a pas co-développée avec Mark Zuckerberg, mais qu'elle a beaucoup aidé à développer. Sheryl Sandberg, c'est une femme d'affaires américaine. Et jusqu'en 2022, c'était la numéro 2 de Facebook. Et aux côtés d'autres femmes d'affaires et d'autres femmes politiques, Sheryl Sandberg, ça a été une figure qui a très rapidement pointé les inégalités qui persistaient dans le monde du travail entre hommes et femmes. Et chose nouvelle pour ces années-là, on est au début des années 2010, Sheryl Sandberg se dit féministe. Et c'est une petite révolution. Elle va en faire un livre qui va devenir un best-seller. Elle va créer une fondation dédiée à l'empowerment des femmes. C'est vraiment une révolution d'utiliser le terme féministe dans le milieu des affaires et dans le milieu du travail, parce que c'est assez nouveau en fait à ce moment-là. On est en 2012-2013 quand Sheryl Sandberg commence à prendre la parole sur ce sujet. Il n'y a pas encore eu l'affaire Weinstein, il n'y a pas encore eu la déferlante MeToo. Et comme le dit Bell Hooks, qui est une universitaire et une féministe afro-américaine assez connue maintenant, puisque la plupart de ses livres ont été traduits en français. Elle disait à propos des propos de Sheryl Sandberg qu'à l'époque, le féminisme se cantonnait plutôt au milieu militant et aux salles de classe des universités, donc elle ne comprenait pas pourquoi Sheryl Sandberg se déclarait féministe. Quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser avec un regard critique à l'engouement des entreprises et des startups pour les questions de genre, et je dis regard critique parce qu'au début, quand je commence à m'y intéresser, c'est plutôt en imaginant me reconvertir professionnellement sur ce sujet et donc moi-même donner des formations sur ces questions-là. Alors vous me direz, finalement, j'ai quand même fait une reconversion professionnelle puisque j'ai écrit un livre sur le sujet. Mais je n'avais pas au départ cette idée-là. Quand j'ai commencé donc à m'intéresser avec un regard critique sur le sujet, donc en faisant ces recherches pour ce livre, j'avais l'intuition que ce que j'appelle le business de l'empowerment, c'est-à-dire donc les formations au leadership, les réseaux de femmes, la mise en avant de femmes
rôle modèle, ou encore les sessions de sensibilisation aux stéréotypes, j'avais pour intuition que ce business de l'empowerment avait pour but non pas d'atteindre une égalité entre individus, entre hommes et femmes, mais de stimuler la concurrence entre travailleurs et travailleuses. J'avais aussi l'intuition que les discours et mesures visant à accroître la diversité dans le monde du travail servent d'abord et avant tout à accroître les profits des entreprises ou à diminuer les coûts, que ce soit grâce à une meilleure image de marque ou bien l'espoir d'une plus grande productivité des femmes qui se sentiront reconnaissantes de l'entreprise. Mais ça pourrait aussi s'appliquer à d'autres groupes discriminés et on pourrait y revenir. Et je crois que c'est réellement en fait, le seul effet possible de la récupération du féminisme par le capitalisme néolibéral. Et je pense aussi que les effets peuvent être que de court terme, puisque personne n'est dupe. Les travaux de recherche de Catherine Rothenberg aux États-Unis sur l'émergence du féminisme néolibéral, ou encore les travaux de Wendy Brown que j'évoquais avant, permettent de mieux comprendre que le capitalisme néolibéral forge et crée une subjectivité particulière. Et donc une autre forme de subjectivité est possible, même si le néolibéralisme cherche précisément à nous faire croire l'inverse. Pour ceux et celles qui ont connu Margaret Thatcher au Royaume-Uni, elle avait cette phrase où elle disait « There is no alternative ». Donc il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme selon les néolibéraux, puisque ce n'est pas un système politique, c'est vraiment un système comptable, économique. Mais encore faut-il pouvoir s'extraire de cette subjectivité néolibérale, raison pour laquelle il me semblait important de m'attarder sur le fonctionnement de cette idéologie dans cet essai, et comme je viens de le faire en introduction, en essayant de rendre ces concepts accessibles. Alors je vais vous lire un premier extrait assez court de l'essai, et je vous lirai un deuxième extrait un peu plus long en conclusion. Donc c'est un extrait en fait issu du premier chapitre où j'essaye vraiment d'étudier ce que c'est que l'idéologie néolibérale et comment elle s'incruste en nous. Et donc je me réfère pas mal aux travaux de Wendy Brown. Il faut percevoir la rationalité néolibérale comme un ordre de la raison normative, ou bien, pour le dire avec Michel Foucault, comme un régime de véridiction, c'est-à-dire qui dit ce qui doit être identifié comme vrai. L'objectif du néolibéralisme est de réguler la société par le marché, d'économiciser le social, de faire en sorte que son fonctionnement s'ajuste à la libre concurrence et à l'accroissement du capital. Cette rationalité gouverne le sujet lui-même dans sa subjectivité. Elle agit sur la façon dont l'individu se gouverne, et ce mode de gouvernance est économique. Je cite Wendy Brown. Toutes les conduites sont considérées comme des conduites économiques. Toutes les sphères de l'existence sont pensées et évaluées en des termes et selon des critères économiques, y compris les sphères qui ne font pas directement l'objet d'une monétisation. Fin de la citation. Selon Wendy Brown, ce nouvel ordre normatif nous transforme en profondeur et égratigne au passage la possibilité même de démocratie en ce qu'il déconstruit le démos, c'est-à-dire le peuple, en tant que sujet politique. Nous devenons partout et tout le temps des acteurs du marché, en concurrence les uns avec les autres. Nous pensons comme des entreprises lancées dans la compétition pour le profit, quoi que nous fassions. Alors, il s'agit donc de défaire, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, un féminisme devenu néolibéral, dans le sens donc, de cette rationalité néolibérale, mais aussi d'abandonner les approches féministes trop dépolitisées et non systémiques, c'est-à-dire qui n'ont pas un angle d'analyse systémique et structurel. Donc dans le livre, je reviens sur différents éléments, j'insiste sur les éléments suivants. Donc d'abord, montrer comment le mode de fonctionnement de marché en fait, s'ancre en nous, colonise nos comportements, colonise nos modes de réflexion. Je crois que c'est un peu d'ailleurs le fil rouge du livre, et c'est ce qui fait également que je n'ai pas pu adopter un point de vue surplombant, parce que je considère que moi aussi, je suis complètement affectée en fait, par cette idéologie néolibérale. J'ai grandi dans les années 80 et 90, donc au moment où le néolibéralisme se répand en Europe. Et le livre, je crois, en fait, c'était ma tentative pour en sortir.
Je montre ensuite dans le livre comment cette rationalité néolibérale s'est appropriée des concepts féministes. Par exemple, j'insiste beaucoup sur le fait que l'égalité est devenue une source de profit pour les entreprises, pour les institutions, et notamment en décortiquant le discours des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI, Davos. Ces institutions, en fait, imposent un cadre conceptuel au monde économique et elles disent notamment que les inégalités entre les femmes et les hommes créent un manque à gagner pour l'économie et que donc il est urgent de s'atteler à défaire ces inégalités pour augmenter en fait la croissance des pays, la croissance des systèmes économiques. Dans la même idée, on peut voir aussi que le féminisme est de plus en plus marchandisé. Nos pulsions de rage et de révolte sont transformées en pulsions d'achat. Par exemple, pour acheter un t-shirt avec un message féministe dessus, ou un tote bag, ou pour nous donner l'impression de faire le bien en achetant un produit ou un service parce que cela nous est présenté comme un acte féministe. Mais il y a aussi, je trouve conceptuellement, presque transformation aujourd'hui d'un féminisme qui était vu comme un processus individuel ou collectif de réflexion, de libération, de transformation, un féminisme qui devient quelque chose que l'on peut acheter pour se rendre heureuse ou pour son épanouissement immédiat. C'est l'idée aussi d'un féminisme assimilé à une forme de développement personnel. Il y a par exemple un discours qui consiste à dire que le féminisme peut nous rendre plus heureuses. Il y a un livre qui est dédié à ce sujet, un livre de développement personnel, plus heureuse, plus épanouie. Il y a aussi des coachs qui proposent des formations au féminisme en 5 séances pour la modique somme de 1 000 € pour vous épargner des mois de lecture. Ce qui pose le problème, en plus de conduire à une uniformisation, une simplification de la pensée féministe, moi je trouve que en fait, ça vous fait perdre tout l'intérêt d'un cheminement intellectuel qui, à mon sens, c'est la découverte de la pensée féministe. Je trouve que c'est un cheminement intellectuel, donc ce serait dommage de s'en priver, c'est ce qui est le plus intéressant. Une particularité du discours féministe néolibéral, c'est aussi d'insister beaucoup sur l'équilibre vie pro, vie perso, donc vie personnelle, vie professionnelle. C'est un point important parce qu'en fait, c'est une réaction à un courant post-féministe des années 2000 qu'on appelait le choice feminism. C'est-à-dire, c'est l'idée que certaines femmes qui étaient promises à une belle carrière, donc qui avaient fait des études supérieures, qui étaient généralement issues de milieux privilégiés ou de la classe moyenne, ces femmes choisissent de ne pas travailler pour s'occuper de leur famille. C'est un choix qui est orienté à la fois par un contexte où on glorifie la maternité, la parentalité et au fait qu'il faut mieux s'occuper des enfants, mais c'est aussi un choix qui est orienté par la critique féministe. La critique féministe qui a permis de comprendre que prendre soin de sa famille est un travail à part entière et un travail difficilement compatible avec les carrières désirées par certaines femmes, comme le montre la chute, notamment du taux de natalité en Occident, et notamment dans les sociétés à la fois très patriarcales et très néolibérales, comme la Corée du Sud ou l'Allemagne. En Corée du Sud, on est maintenant à 0,8 enfants par femme en moyenne. C'est le pays où on fait le moins d'enfants. Le discours véhiculé par le choice feminism est problématique pour le capitalisme puisqu'il contribue à décroître la réserve de travailleurs et de travailleuses disponibles. Et moins il y a de travailleurs sur le marché, plus ils sont en position de négocier des meilleures conditions de travail. La chute de la natalité est également problématique puisqu'elle réduit le nombre de futurs travailleurs et de futurs consommateurs et consommatrices. Et donc, il fallait un moyen, un discours qui permette de résoudre cette équation. Comment faire en sorte que les femmes continuent de faire des enfants, continuent de vouloir avoir des enfants, tout en étant sur le marché du travail. Et donc le fait d'insister sur l'importance de trouver un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso, c'est une tentative de trouver une solution à cette équation. Et c'est aussi une des manières de résoudre l'une des contradictions du féminisme néolibéral, c'est-à-dire que d'un côté, il cherche à rendre les individus totalement interchangeables sur le marché du travail, hommes et femmes, et de s'assurer un nombre de travailleurs important, et de l'autre, il doit s'assurer que les femmes continuent de prendre en charge le travail de reproduction, et notamment le plus essentiel, c'est-à-dire celui de faire des enfants. Dans le livre, je donne notamment un exemple
de ce que la société de Sheryl Sandberg, Facebook, mais je crois que c'était aussi le cas chez Google. Donc c'est des sociétés donc aux États-Unis qui proposent dans tout le package d'avantages des salariés femmes de leur payer la conservation en fait de leurs ovocytes pour qu'elles puissent choisir à quel moment elles vont avoir un enfant pour que ce soit le mieux adapté en fait à leur carrière. Et en fait, c'est une procédure qui est autorisée aux États-Unis, mais qui coûte très très cher. Et donc, c'est un moyen en fait de se rendre aussi les travailleuses. Enfin, moi, je trouvais à la fois que c'était très très progressiste de mettre en place cette mesure à l'époque, mais en y réfléchissant aujourd'hui, je trouve que c'est aussi un moyen de s'assurer que ces travailleuses vont rester pleinement engagées pour l'entreprise et pleinement disponibles et pleinement productives. Alors, je me suis perdue dans mes pages. Ah oui, dans le livre, en fait, je m'attarde aussi sur la notion de stéréotype, parce que on en parle beaucoup en entreprise et dans les médias, des stéréotypes de genre, mais le terme stéréotype, en fait, n'est pas neutre du tout. Et en faisant des petites recherches, je me suis aperçue que le mot stéréotype, avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, a été popularisé par Walter Lippmann dans les années 1920. Donc il y a un siècle. Walter Lippmann, en fait, c'est tout simplement l'un des pères à l'origine de la pensée néolibérale. Et les années 1920, c'est donc aux États-Unis et en Europe, l'époque où on commence à théoriser la psychologie des foules, où on essaie de comprendre comment orienter l'opinion. Et d'ailleurs, Walter Lippmann écrit un livre qui va s'appeler Public Opinion, et donc qui réfléchit à comment on oriente en fait l'opinion publique. Et on théorise notamment à l'époque qu'il est éthique et utile d'orienter les foules parce que les foules et la population en fait retardent sur le progrès économique et scientifique. À l'époque, il y a plein de nouvelles évolutions techniques et les gens seraient trop bêtes en fait et n'arriveraient pas à suivre. On commence à comprendre en fait que les gens prennent des décisions sur la base de stéréotypes, c'est-à-dire sur la base d'idées reçues, d'opinions préconçues, et on comprend aussi que ces stéréotypes peuvent être modelés, notamment grâce aux médias et aux leaders d'opinion. Les stéréotypes, c'est un moyen d'expliquer les inégalités de genre de manière scientifique, parce qu'on s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Et donc, en fait, c'est une manière neutre et dépolitisée de parler des inégalités hommes-femmes. Ce prisme d'analyse, alors il n'est pas inintéressant, mais pris tout seul, il est problématique parce qu'il individualise le travail de lutte contre les inégalités. Parce qu'en fait, ce serait à chacun de se défaire de ces stéréotypes. Et donc, ça sort le problème des inégalités hommes-femmes d'une analyse plus globale, plus politique, plus structurelle. Alors après ça, j'en arrive dans l'essai à une question un peu centrale. Et en fait, c'était au départ le titre de mon manuscrit, mais mon éditrice trouvait que ce n'était pas assez vendeur. Je vous donne le titre, effectivement pas très sexy. C'était « L'égalité est-elle la libre concurrence ?» Chère collaboratrice, c'est plus sympathique. Et donc je pose cette question. L'égalité est-elle la libre concurrence ? Parce que le fonctionnement de marché, c'est-à-dire la rencontre entre l'offre et la demande, en fait, ne connaît pas le concept d'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans le marché. Le marché connaît seulement le concept de libre concurrence. Et en réalité, le marché a besoin d'inégalité puisqu'il lui faut départager les individus, fixer un prix, il lui faut hiérarchiser, catégoriser. Donc il ne peut y avoir d'égalité réelle dans des conditions de marché. La libre concurrence, en revanche, c'est ce que d'aucuns appellent l'égalité des chances. Et ça, je pense que c'est un terme que vous avez pu entendre. Et il est important de voir ce qu'il y a réellement en fait, derrière la notion d'égalité des chances. Tout comme il est important de défaire le mythe de la méritocratie. Donc après avoir démontré cela, après avoir démontré que le but de ce féminisme, c'est de faire en sorte que nous soyons dans une concurrence libre, les femmes avec les hommes, la question que je voulais poser assez frontalement, c'est est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est ça, en fait, votre conception de l'égalité ? Et puisque le néolibéralisme a finalement besoin des inégalités pour fonctionner et pour prospérer, les femmes qui désirent réellement cette sorte d'égalité avec les hommes, généralement les hommes de leur classe sociale, doivent accepter que des inégalités persistent au sein de la société, des inégalités qui lui seront profitables. L'exemple le plus clair, c'est la problématique, par exemple, de qui garde les enfants pendant que vous travaillez tard le soir. Donc c'est un peu, en fait, soit je t'exploite, soit tu m'exploites.
Alors après avoir dit tout ça, comment échapper au féminisme néolibéral ? Alors je pense que nous avons besoin de faire converger les luttes, et en fait c'est vraiment pas nouveau de dire ça, j'ai pas été très originale, mais en lisant ce que Bell Hooks, dont je vous parlais tout à l'heure, avait écrit déjà dans les années 80, j'ai été frappée de voir à quel point ces propos étaient encore d'actualité. Le courant féministe qui se diffuse le plus, qui en vient à devenir dominant, c'est le féminisme blanc, bourgeois, individualiste. Elle disait déjà ça à l'époque. Le féminisme qui se diffuse est celui qui fait le moins de tort aux dominants et aux dominantes. Donc il faut se questionner sur comment faire converger les luttes et éviter la récupération de nos luttes par le capitalisme. On pourrait être tenté de penser que dans la mesure où il est difficile de renverser la table, c'est déjà une bonne chose de changer un petit peu les choses. Et donc c'est une bonne chose si notre système économique commence à se préoccuper de ces enjeux-là. Mais je crois au contraire que ça peut aussi être un piège. Et c'est pour cela, dans le livre, que je fais référence à l'écologie. Le capitalisme et le capitalisme financier en particulier ont su construire un discours qui donne l'impression qu'ils ont intégré les enjeux écologiques et qu'ils vont remédier aux problèmes du changement climatique. Ça a donné naissance au capitalisme vert, à la finance verte, à la croissance verte, qui reste fondée sur une logique de croissance économique, de croissance des profits et d'accumulation du capital. Or, moins polluer, moins exploiter les ressources, laisser le vivant tranquille, exige de réduire globalement les activités consommatrices de ressources et d'énergie, à complet contresens de ce que le capitalisme techno-solutionniste essaie de faire. De la même manière, je pense que nos désirs d'égalité ne sont pas compatibles avec le système capitaliste. Il s'agit aussi, en plus de prendre conscience que toutes nos luttes peuvent converger, il s'agit vraiment de tenir une posture. Je pense qu'il est nécessaire d'affirmer et d'entretenir une culture d'opposition, de ne pas toujours forcément rechercher le consensus. Et de faire cela de manière stratégique, d'arrêter de jouer le jeu, d'arrêter de collaborer. Nous devons nous sentir responsables, accepter l'inconfort d'examiner notre situation et nos responsabilités. Comme le dit très justement une autrice et universitaire américaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sarah Schulman, c'est le privilège des dominants de ne pas se rendre compte comment notre vie affecte les moins puissants. Il est nécessaire également de sortir du cadre, je le disais en introduction, de sortir notamment des cadres de pensée dominants, ce qui structure la société d'hier et d'aujourd'hui et qui nous empêche de penser en profondeur des alternatives ou une autre organisation sociale. Sortir du cadre de la pensée binaire sur le genre, par exemple, et des cadres de pensée binaires qui nous catégorisent et nous hiérarchisent. Alors, ça ne veut pas forcément dire de façon caricaturale que demain on va tous devenir non-binaires, mais ça veut dire en revanche prendre conscience que le genre est une partition que l'on joue, un rôle que l'on interprète, et à partir de là, il devient possible de commencer à s'en détacher. L'idée derrière cela, et c'est à la fois de donner une piste pour sortir des catégories, car le capitalisme néolibéral a besoin de nous catégoriser et de nous hiérarchiser pour fonctionner, un peu comme les algorithmes. C'est aussi une piste pour habiter des identités plus fluides, plus perméables, mouvantes. Mais l'idée derrière cela, c'est aussi de critiquer un féminisme néolibéral très essentialisant. Aujourd'hui, la mesure phare en entreprise et l'indicateur que surveillent les financiers pour mesurer l'égalité de genre en entreprise, c'est le pourcentage de femmes dans le conseil d'administration. Le pourcentage de femmes dans le comité de direction et, de manière générale, le pourcentage de femmes dans l'entreprise. Et je pense qu'il faut dépasser cette logique d'être toujours ramené à son genre, d'être toujours essentialisé. Enfin, je parlais de faire converger les luttes, comment se penser ensemble, en commun, avec quel dénominateur commun, malgré des identités et des problématiques d'identité différentes. Judith Butler, que je citais donc au début, propose de se recentrer sur la notion de précarité, qui est une condition économique et sociale commune à toutes les personnes en marge de la société.
Sur cette base, il pourrait être donc possible de se recentrer davantage sur une relation désintéressée à l'autre en prenant conscience de nos interdépendances les uns et les unes avec les autres. Et vraiment de prendre conscience de ce sujet, parce que c'est quelque chose qui est très particulier au féminisme néolibéral, c'est qu'on pense avec la méritocratie qu'on y arrive toujours toute seule ou tout seul, sans se sentir dépendante des autres, alors qu'en fait on est complètement tous et toutes interdépendants. Il est plus simple et plus confortable pour les femmes dont le capital social, culturel et économique est déjà élevé de promouvoir l'égalité des chances, de demander une place à la table du conseil d'administration, de servir de rôle modèle, de ne pas trop déranger. Mais sous le déguisement d'une révolution en douceur, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une collaboration avec le patriarcat. Car il est toujours rappelé à ces femmes qu'elles sont des femmes, que leur parcours est exceptionnel parce qu'elles sont des femmes. Elles ne sont ni le neutre, ni l'universel, ni la norme. Le féminisme néolibéral essentialise les femmes au lieu de penser une société et une économie libérées des rapports d'oppression. En jouant le jeu, en ne remettant pas en cause le modèle capitaliste néolibéral et en cherchant seulement à l'adapter à la marge, nous ne participons pas à défaire le patriarcat, nous trouvons un moyen, simplement, de nous y faire une place plus confortable. Pire, nous participons dans le même temps à maintenir les inégalités qui nous profitent. Au lieu de nous demander si et comment l'égalité homme-femme peut profiter aux entreprises, nous devrions dès maintenant imaginer plutôt de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières de consommer, de nouvelles manières de produire, de nouvelles manières qui n'aient pas pour corollaire de nous mettre nous-mêmes dans la situation d'exploiter, parce que cela est simple et confortable, les maigres ressources de la terre ou d'autrui. Alors peut-être pour terminer sur une ouverture, et pour vous parler d'un des sujets sur lesquels j'aimerais travailler aujourd'hui, je voudrais dire que le capitalisme ne s'arrête pas à la récupération du féminisme et à la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Le sujet de la diversité inclut toutes les autres minorités, avec parfois des différences selon les cultures du pays. Ça inclut les minorités raciales, religieuses, de genre, d'orientation sexuelle ou encore en lien avec un handicap. Une nouvelle récupération en particulier émerge autour de la neurodiversité. La neurodiversité, c'est à la fois la reconnaissance de la diversité des fonctionnements cognitifs et un mouvement de lutte politique au sein de la communauté handi. Handi pour handicap. Maintenant qu'émerge une critique handi du caractère oppressant et validiste du monde du travail, oppression à laquelle les personnes avec une diversité cognitive ou fonctionnelle sont particulièrement sensibles, le capitalisme se met en ordre de marche pour atténuer cette critique en la récupérant. Il se montre plus inclusif, c'est-à-dire qu'il tente de prendre en compte certaines des critiques faites par les personnes neurodivergentes afin que celles-ci restent productives et efficaces. Il s'agit aussi d'exploiter les capacités cognitives différentes afin de gagner en compétitivité et en capacité d'innovation face aux autres entreprises. Les velléités extractivistes du système capitaliste ne s'arrêtent jamais. Il s'agit d'exploiter toute notre énergie, toutes nos ressources, de s'approprier la moindre seconde de notre temps, de profiter de la moindre étincelle de créativité. Le mouvement de la neurodiversité pourrait être une formidable occasion de mettre le doigt sur ce qu'il y a d'étouffant et d'usant dans le système capitaliste, de montrer qu'il nous ronge, nous affaiblit et nous tue à petit feu. Nous pourrions dire « tout cela ne fait aucun sens, tout cela ne m'épanouit pas ». Tout cela ne change pas les rapports d'oppression. Nous pourrions réaliser que nous pouvons travailler moins, que nous pouvons travailler autrement. J'aimerais montrer à quel point le système capitaliste tente de normer jusqu'à la manière de réfléchir, jusqu'à la manière d'être en société et de travailler, et que le caractère de plus en plus oppressant de ces normes n'est pas seulement la raison de l'explosion des cas de burn-out, mais également l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes adultes se disent neurodivergente ou neuroatypique, si je m'en tiens au mot qui vient d'être intégré au Petit Robert aujourd'hui même. Car de moins en moins de personnes peuvent supporter un monde où la pression à être productif pour le capitalisme s'intensifie. Une pression en particulier cognitive à l'ère des réseaux sociaux et de l'information en continu. Les personnes neurodivergentes ont raison de se sentir différentes. Elles ont raison de pointer une inadaptation.
C'est dans cette colère et dans cet inconfort que l'on trouve parfois la force de s'extraire du système. Et c'est dans la politisation de sa condition et la décision de lutter ensemble que l'on trouve l'impulsion pour imaginer et œuvrer à un monde plus doux et plus égalitaire. Alors je vais finir avec un extrait de l'introduction de mon essai pour revenir au livre. Le féminisme néolibéral crée une nouvelle subjectivité féminine, celle d'une entrepreneuse gérant sa vie comme une entreprise, à coup d'investissement et de partenariats stratégiques. L'entrepreneuse investit dans ses compétences pour améliorer son capital employabilité. Elle opte pour un mode de vie sain à base de yoga, de sport cardio et de légumes bio pour améliorer son capital santé. Elle s'entretient et se tient au courant des dernières tendances pour augmenter son capital séduction. Elle choisit à quel moment elle aura des enfants pour que cela soit le moins gênant pour sa carrière. Elle réseaute pour s'assurer les meilleures opportunités de promotion. Elle choisit le ou la bonne partenaire de vie, celui ou celle qui partagera équitablement toutes les tâches domestiques et lui permettra de se réaliser. Elle évolue dans son couple selon un contrat avec ses règles, ses objectifs, sa rationalité, son organisation du temps. Elle investit avec et sur son ou sa partenaire. Si elle le peut, cette nouvelle entrepreneuse externalisera autant que possible toutes les tâches qu'elle juge peu épanouissantes et peu rentables au final. Car toute activité doit produire un retour sur investissement. À toute activité, son intéressement. Bien sûr, cette femme que je viens de décrire n'existe pas. Elle est le nouvel idéal féminin, celui auquel on nous enjoint de ressembler. Un modèle inspirant pour femmes aspirant à devenir à leur tour des exemples de réussite. Le nouvel idéal féminin est émancipé, à sa façon. C'est une femme puissante, qui maîtrise à la perfection les équilibres, les conciliations de toutes sortes. C'est une femme qui calcule. C'est une femme qui optimise son temps, son argent, ses relations, les intérêts qu'elle défend. C'est une femme capitale, qui estime sa valeur sous toutes ses coutures et cherche à la faire fructifier, porter ses fruits. Cette femme, comme ses ancêtres, rouage essentiel du capitalisme, parle un nouveau dialecte, celui du marché, car il est l'espace dans lequel elle se meut. Il est la norme qui dicte sa conduite. Il est le concept à travers lequel elle pense son existence pleine d'investissement et de calcul. Elle veut être mise en concurrence avec les hommes, de manière non faussée, sans qu'il y ait de barrière à l'entrée, ni de plafond de verre au-dessus de sa tête. C'est ça, sa prétention à l'égalité. En troquant l'égalité pour la libre concurrence, cette femme déplace le rapport d'oppression au lieu d'y mettre fin. Elle s'affirme en exploitant le différentiel de valeurs, la distinguant d'individus moins bien lotis, et s'affirme à son tour dans une logique d'auto-exploitation. Et s'enferme à son tour dans une logique d'auto-exploitation, en quête d'une libération qui ne peut dès lors advenir. Le féminisme à la sauce néolibérale anesthésie les luttes féministes en les privant de leur potentiel menaçant et transgressif et en détournant l'attention des premières concernées, celles et ceux qui se montraient sensibles aux luttes contre les inégalités. Le féminisme néolibéral résonne avec l'époque, avec la Startup Nation, avec l'esprit entrepreneurial. Mais il a un goût d'inachevé et n'a plus grand-chose à voir avec la révolution qu'il invoque et qu'il se contente de singer au mieux ou qu'il moque le plus souvent. Il y aura un backlash, un retour en arrière. L'histoire, toujours, se répète. Celui-ci n'est-il pas d'ailleurs déjà en train de se produire, comme si le temps s'était enrayé, le futur déjà présent ? Alors que s'engage la 3e décennie du XXIe siècle, les droits des femmes reculent dans de nombreux pays, y compris en Europe et en Amérique du Nord, qui se présentent pourtant comme les champions de la lutte contre le patriarcat. Et la suppression par la Cour suprême des États-Unis de la reconnaissance d'un droit fédéral à recourir à l'IVG en est le plus criant exemple, c'était en 2022. Les droits des minorités sexuelles patinent, les violences envers les femmes augmentent, par effet statistique peut-être, grâce à la libération de la parole et surtout de l'écoute, mais aussi par énervement et impatience de l'oppresseur. Ça suffit avec vos revendications.
Les conservatismes et les populismes partout s'affirment de plus belle et s'offrent comme contre-pouvoir pour tous ceux et toutes celles qui ont envie d'être contre quelque chose. À la fin, cela fait beaucoup de monde. Il sera facile de jeter le bébé féministe avec l'eau du bain de la mondialisation parce que le néolibéralisme et l'impérialisme se sont appropriés, en les détournant, certaines luttes pour le progrès social. J'aimerais vous dire que je ne suis pas une féministe néolibérale, que j'ai ma carte dans un autre parti, que je vous parle depuis l'autre côté des immenses baies vitrées du siège flambant neuf d'une multinationale, mais je suis peut-être comme vous, tout entière traversée par cette logique entrepreneuriale, cette façon de penser que je dois faire fructifier mon capital, que je dois me penser comme un capital. Écrire ce livre a réveillé mon esprit critique, et c'est avec celles et ceux qui imaginent des alternatives au féminisme néolibéral, des alternatives à l'hétéropatriarcat, des alternatives au consumérisme, productivisme, avec toutes celles et ceux qui se disent qu'il existe des alternatives, que je continue aujourd'hui de rêver et de réfléchir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait du bien de trouver des autoristes qui font le lien. Merci. Oui, je parle dans le micro, désolée. Oui, merci. Je suis un peu troublée, mais il y a une notion en fait qui a été évoquée et qui me semble assez importante, qui est dans mon expérience, parce que je travaille dessus aussi, souvent pas très connue, c'est celle d'extractivisme. Et je serais curieuse de savoir comment vous l'expliquez. Voilà. Merci. Expliquer la notion d'extractivisme, c'est ça. Ok. Je pense que c'est une idée justement qui est assez intéressante parce qu'elle permet de faire le lien entre l'écologie, entre les luttes écologistes, le féminisme, les luttes décoloniales aussi. C'est l'idée que le capitalisme cherche à exploiter et à extraire surtout, enfin à consommer des ressources. Et on peut penser des ressources en termes de ressources naturelles, le vivant, les énergies fossiles, c'est des ressources qu'on va chercher dans la terre, donc on va extraire ces ressources-là de la terre. Mais il y a aussi l'idée que le capitalisme vient extraire nos ressources à nous. On peut aussi se penser comme capital, mais on peut se penser aussi plein de ressources en termes de temps, de disponibilité mentale, de disponibilité intellectuelle ou notre force de travail, si on fait un travail qui est physique. Et c'est l'idée que le capitalisme vient extraire ces ressources-là, vient les consommer, et que ensuite il nous appartient de les régénérer. Donc c'est ce que les marxistes ont théorisé comme notamment le travail de reproduction, c'est-à-dire que tout ce que le capitalisme vient consommer chaque jour chez nous, on doit derrière nous réussir à se reposer et à reformer en fait ces ressources pour le lendemain retourner au travail et se faire exploiter de nouveau. Et c'est intéressant de penser le capitalisme comme ça en fait. Parce que parfois on a du mal à faire le lien entre écologie et féminisme, entre écologie et lutte et marxisme par exemple, etc. Donc l'idée de penser que ce sont des ressources, à la fois les ressources terrestres, mais aussi les humains sont des ressources à exploiter, à la fois nos capacités physiques et mentales, je trouve que c'est un sujet intéressant. Je ne sais pas si j'explique suffisamment bien le terme. Je vous remercie pour votre intervention et pour le livre que vous proposez. C'est un peu difficile de prendre la parole en tant qu'homme et hétérosexuel, puisque vous êtes défini au départ comme queer et lesbienne. Donc effectivement, prendre la parole pour un homme et qui est hétérosexuel, c'est compliqué dans cette salle. Vous êtes adressé à un certain moment aux collaboratrices. Effectivement, vous avez une ouverture tout à fait au début, où vous nous êtes adressé à toutes et tous. Et ensuite, au moment où vous avez présenté votre livre plus en détail, vous avez parlé de collaboratrices.
Donc effectivement, on est dans le cadre d'une lutte et vous envisagez que les seules collaboratrices que vous pouvez avoir sont des collaboratrices. Est-il possible d'imaginer que vous aviez également des collaborateurs ? Je vais vous donner quelques exemples. J'ai noté quelques noms ici sur mon papier. Donc Yvan Jablonka, qui a fait paraître un livre il n'y a pas très longtemps sur un garçon comme vous et moi, quelque chose comme ça, et qui parle aussi des nouvelles masculinités, c'est-à-dire des hommes justes. Je parlerai également de Mathieu Palin, qui est également intervenu sur les violences faites aux femmes. Et effectivement, il a sorti un livre en début de cette année. Et ensuite, juste pour réagir par rapport à la dernière question, par rapport à l'écologie, je souhaiterais citer Étienne Davodo, qui est à nouveau un homme. Étienne Davodo, qui a écrit Le droit du sol. Donc, effectivement, je vous questionne sur effectivement votre intervention au sens, disons, la manière dont vous adressez les choses, c'est-à-dire collaboratrice. Oui, justement, en fait, le terme collaboratrice, c'est pour dire que les femmes ne luttent pas contre le patriarcat. Elles collaborent au système. Enfin, c'était collaboratrice dans le sens de collaborer au système. Donc, c'est le sens inverse. Mais pas de souci. Mais du coup, enfin, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, il y a aussi plein de... alors, sur le féminisme, il y a quelques hommes, mais ils sont quand même minoritaires sur les études féministes. C'est plutôt des femmes qui contribuent aux travaux sur les études féministes. Mais effectivement, sur l'écologie, on peut citer des travaux d'hommes. Et bien sûr que les hommes sont bienvenus dans la lutte contre le patriarcat et pour le féminisme. En fait, je vous ai juste donné 2 exemples. Mais effectivement, les hommes qui prennent la parole sur ces questions-là, c'est relativement nouveau, je l'entends. Après, je souhaitais aussi vous proposer une autre référence, Le temps des féminismes de Michel Perrault, qui est une historienne et féministe, qui a aujourd'hui plus de 90 ans, et qui parle effectivement, qui est historienne, et qui est une personne de référence en termes historiques. Et donc, ça peut être aussi une autre manière d'aborder le féminisme, d'avoir un regard historique. Voilà, c'est tout. Merci. Il y a plein de manières effectivement de l'aborder, mais effectivement, voilà, je ne voulais pas qu'il y ait une incompréhension sur le terme collaboratrice, c'était plutôt à entendre dans l'autre sens. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai toujours mon cœur qui balance, déjà dans le terme féministe, parce que j'ai été élevée dans ce milieu-là. J'ai grandi entre une grand-mère qui était conservatrice, de l'autre côté de la planète, dans un monde mixte, et qui était original, puisqu'on appelle c'était la période de la colonisation. À la suite de cela, j'ai vécu avec une mère qui traversait un plateau avec des talons et qu'on l'entendait de l'autre bout du plateau, quoi. Voilà. Alors, mon cœur balance parce qu'aujourd'hui, je suis maman et que j'ai été dans les groupements de Lénine, dont vous parliez tout à l'heure. Pendant presque 10 ans, j'ai animé ces groupes-là et je me suis retirée parce que je ne trouvais plus ma place. Et parce que j'étais à l'encontre de MeToo présenté par Marlène, à ce moment-là, quand on a fait le feedback, avec Muriel Pénicaud. Et là, je me dis, mais à quel moment on s'unit, la collaboration dont vous venez de parler, à quel moment on devient responsable individuellement, parce que la femme a sa part aussi dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, pour arriver à ce point-là, et pour avoir une responsabilité collective. Et donc aujourd'hui, le terme féministe, j'ai envie de l'orienter plutôt vers l'humanité, être humaniste. Peu importe l'être vivant dont vous avez parlé tout à l'heure, et ben tout être peut être humaniste, être vivant. Alors donc le mot féministe pour moi, est-ce qu'un jour il sera retiré du petit Robert ? Pas sûr. Mais est-ce qu'on peut penser autrement ? Merci pour votre question. Je pense que c'est très important, au contraire, de garder le terme féminisme, parce que c'est un terme qui n'existe pas déjà depuis très longtemps. Je crois qu'il a un ou 2 siècles seulement. C'est important qu'il y ait des travaux qui pensent l'oppression systématique des femmes dans la société, ce qu'on appelle le système patriarcal. C'est important qu'il y ait des travaux et des études qui continuent d'alimenter ça, qu'on continue d'approfondir ce sujet.
Et donc, oui, il y a plein de gens qui vous disent le féminisme est un humanisme, et j'ai du mal à comprendre cette phrase. Pour moi, le féminisme, c'est forcément une libération. Enfin, c'est juste mettre fin au rapport d'oppression dans la société. Donc, pour moi, le féminisme est forcément écologiste, est forcément antiraciste, est forcément décolonial, est forcément queer, etc. Il n'y a pas à catégoriser. Pour moi, c'est lutter contre les rapports d'oppression dans la société. Et donc, c'est forcément une libération de tous et toutes. Il est évident, après, que si on met en lumière le fait que certaines personnes ont des privilèges dans la société, et que chercher une société plus égalitaire, c'est aussi mettre fin à certains privilèges, certaines personnes, oui, forcément, vont avoir peut-être un sentiment de déclassement. Et donc, c'est comme ça que moi, je comprends aujourd'hui l'essor et le retour, en fait, des mouvements masculinistes, donc qui s'opposent fermement, en fait, au féminisme. Et c'est vraiment très inquiétant aujourd'hui, enfin, quand on voit chez les jeunes la manière dont le masculinisme repart, notamment grâce aux réseaux sociaux, c'est vraiment très inquiétant. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin encore des mouvements féministes. Et on en aura constamment besoin, en fait. Enfin, il y a en permanence des retours en arrière. On fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière à chaque fois. Enfin, c'est comme ça depuis un siècle et demi, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais oui, pour moi, c'est un humanisme dans le sens où on cherche la libération de tout le monde. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait invisibiliser, en fait, les luttes féministes. En fait, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on va décrire un mouvement de masse, et on a oublié, comme ce que disait monsieur, l'homme qui est aidant, qui est dans notre quotidien, qui est dans mon quotidien, qui peut être, peu importe, un collaborateur, qui peut être un chef d'entreprise aussi, etc. Et ces personnes-là, en fait, à quel moment on les met en lumière aussi? Ils peuvent se dire aussi féministes, en fait. Il y a plein d'hommes qui se disent féministes et qui comprennent où va cette lutte et que fait cette lutte, et qui adhèrent à cette lutte féministe, en fait. Après, si c'est juste une question de termes, on peut imaginer d'autres termes, mais l'idée, c'est de casser les rapports d'oppression systémiques dans la société, en fait. Et il y a plein d'hommes qui se disent féministes et qui y contribuent. Alors peut-être que je vais revenir sur cette notion de féministe et féminisme, parce que, en fait, on est en Occident, on parle de féminisme, et en fait, dans le fond, on parle d'un féminisme blanc. Et pour avoir fait des études de genre, on a vu Judith Butler 20 minutes sur le parcours, des féministes islamiques 2 heures peut-être, le black féminisme, pareil, sur 5 ans, ça fait pas beaucoup. Et c'est ça qui, aujourd'hui, au niveau de la pensée qui est là, dans nos quotidiens, on est sur cette notion de féminisme. Sauf que le féminisme blanc a, il n'y a pas très longtemps, choisi le camp des vainqueurs. C'était l'époque coloniale. Donc en fait, c'est un féminisme qui, à l'intérieur même du groupement, n'a jamais posé la question du racisme, puisque les femmes blanches se trouvaient plus émancipées, et que finalement, il fallait aller civiliser les barbares. Bon. Et c'est vrai que cette notion de féminisme, moi, me dérange. C'est pour ça qu'effectivement, peut-être, alors que je préférerais autre chose, et que finalement, on n'est pas sur la défense de nos libertés, de toutes nos libertés, qu'on soit homme, femme, handicapé, n'importe quoi. On devrait tous être là-dessus et pas se diviser, les écolos, les ci, les là. Mais on est dans un monde où on nous divise, et parce que forcément, comme ça, on est beaucoup plus soumis. Et peut-être la question majeure est celle de la soumission. Et la question de la soumission est celle du pouvoir. Mais en fait, il n'y a pouvoir que parce qu'en face, il n'y a pas contre-pouvoir. Donc peut-être... Mais comment on peut se mettre en contre-pouvoir si on est tous divisés? Voilà. Oui, merci, c'est très intéressant. Et du coup, je comprends bien effectivement la volonté, dans ce cadre-là, de se séparer du mot féminisme. D'ailleurs, c'est un débat que
qu'on a eu avec mon éditrice sur est-ce que le féminisme néolibéral, c'est vraiment du féminisme, en fait. Mais moi, j'ai choisi de garder ce terme, on a choisi de garder ce terme in fine, parce que ces femmes d'affaires, ces femmes politiques extrêmement privilégiées choisissaient de se désigner comme telles, et in fine, c'est un courant. Alors, le féminisme, en fait, est parcouru par plein de courants, mais c'est un courant féministe qui est devenu assez populaire dans les médias et qui se diffusait beaucoup, et donc moi, j'ai choisi de garder ce terme pour qu'on puisse justement adresser la question et de pointer du doigt que c'était un courant féministe, mais néolibéral. Mais il y a un vrai débat là-dessus, je comprends. Et pour revenir sur votre question, est-ce que c'est un... Parce que le rapport à la soumission, je trouve que c'est effectivement intéressant. Quand on est déjà très privilégié, quand on a déjà une situation assez confortable, effectivement, il y a une tentation de choisir la soumission à un système parce qu'on a l'impression, peut-être que ce n'est pas qu'une impression, que ce serait vraiment la conséquence, que lutter et essayer de sortir de cette position confortable, ça serait trop difficile en fait. Donc je pense qu'il y a des femmes qui réellement choisissent effectivement, consciemment ou non, leur soumission au système parce que c'est plus confortable de ne pas trop questionner ce qui se passe, de ne pas remettre en cause les normes, de ne pas remettre en cause le système, de rester dans un couple hétéro ou de... Et je sais qu'il y en a qui font vraiment ce choix, et c'est très bien. Mais il y a une... les femmes peuvent parfois se rendre compte qu'elles sont dans une situation qui n'est pas la meilleure et se rendre compte en fait de l'oppression dans la situation qu'elles vivent, mais c'est trop compliqué ou c'est trop d'efforts de sortir de ce système. Et je pense que quand j'ai essayé d'écrire ce livre, c'est pour ça que j'ai vraiment pas eu une position surplombante à vouloir donner des leçons et à juger, parce que je me rends compte moi-même à quel point c'est difficile aussi de se déclasser. Avant d'écrire ce livre, je travaillais dans un groupe du CAC 40. Je gagnais très très bien ma vie, mais je travaillais pour une entreprise qui polluait énormément, qui était complètement dans le système capitaliste. Je travaillais dans le monde de la finance et du trading. Donc j'étais vraiment au cœur en fait du capitalisme néolibéral pour une entreprise qui vraiment pollue avec des énergies fossiles, qui produit l'énergie avec des énergies fossiles. Et en choisissant de quitter ce job, j'ai perdu énormément en salaire. C'était aussi une forme de déclassement. Ça a été difficile. Je peux comprendre que ce ne soit pas toujours le choix qu'on ait envie de faire et que parfois aussi la vie est déjà suffisamment difficile et qu'on n'ait pas envie de se poser ces questions-là et qu'on n'ait pas envie de lutter. Il se trouve que dans mon cas, ces questionnements-là me mettaient suffisamment en colère et trop en colère pour que je reste dans cette situation. Donc c'est ça qui m'a fait bouger et c'est ça qui m'a fait partir. Mais je comprends qu'effectivement, il puisse y avoir une soumission volontaire au système parce que juste c'est plus confortable et parce qu'on a d'autres problèmes par ailleurs et qu'on n'a pas envie de tout adresser au même moment. Simplement, ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est que c'est pas avec ce féminisme-là qu'on va y arriver, c'est pas avec ce féminisme-là qu'on va s'en sortir. Et en fait, j'ai écrit aussi ce livre, je crois, parce que quand j'étais encore dans cette grande entreprise du CAC 40 que je ne citerai pas, je voyais vraiment chez mes collègues femmes vraiment des désirs de révolution, des désirs que ça change, à la fois sur le plan personnel et professionnel, à questionner leur situation dans leur couple, à questionner leur situation au travail, à voir en fait combien elles devaient travailler 10 fois plus que les hommes pour avoir le même niveau de reconnaissance. Et elles avaient vraiment envie que ça change. Et en fait, ça m'écœurait qu'elles mettent autant d'énergie dans des mesures et dans des politiques et des séminaires qui, derrière, n'auraient aucun impact et aucune conséquence sur la société. Et je trouvais ça dommage qu'elles ne mettent pas cette énergie ailleurs. Et donc, je crois que c'était le message que je souhaitais adresser. Mais après, je comprends aussi que c'est aussi un choix personnel. C'est un choix qui demande beaucoup de courage. Et qu'on n'a pas forcément tous, on n'est pas tous à un moment de sa vie où on a envie d'aller dans cette direction. J'arrive avec le micro. Merci. Oui, quand vous parlez de déclassement, je suis d'accord avec vous. Il faut pouvoir se le permettre.
Et pas seulement, il y a l'aspect intellectuel et matériel. Parce que quand il faut remplir son assiette tous les jours et que vous avez des enfants, ben, le déclassement, vous n'y pensez même pas. Il y a aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que vous êtes d'une génération où il y a eu avant vous des femmes qui se sont battues pour arriver à un certain nombre de choses. Elles se sont parfois battues, voire même contre leur mère, qui les ont pas toujours aidées, voire même ont mis des bâtons dans les roues. Et ces femmes-là, quand elles sont arrivées à quelque chose, ben, effectivement, elles n'ont peut-être pas envie de tout perdre non plus. C'était ce que je voulais dire. Et puis, il y avait une dernière chose à laquelle je pensais, c'est que quand vous parlez du féminisme, ça m'a fait penser à cette politique des quotas qu'il y a eu dans certains pays avec des minorités, qu'elles soient raciales, je n'aime pas le mot puisqu'il n'y a qu'une race humaine, mais c'est toute cette question. Finalement, on crée des quotas pour mieux pouvoir intégrer et récupérer les personnes qui sont le plus adaptées et qui peuvent être le plus utiles à ce système néolibéral. C'est ce que je voulais ajouter. La question des quotas, effectivement, moi, j'ai pas de... Enfin, j'ai à la fois des avis pour et contre. Disons que ça aide un petit peu et en même temps, ça essentialise en fait les femmes, ça les ramène à leur genre. Et je pense par ailleurs que c'est pas parce qu'on a une femme dirigeant d'entreprise qu'on aura forcément un management moins toxique, qu'on aura des meilleures conditions de travail, etc. Et donc c'est assez énervant qu'il y ait ces indicateurs qui surveillent en fait le nombre de femmes dans les conseils d'administration en se disant que tout va aller mieux et que l'entreprise fonctionnera mieux de cette manière-là. Mais par rapport au déclassement, je comprends que tout le monde ne puisse pas se le permettre. Après, je trouve qu'il y a une question éthique, c'est-à-dire que et je pense notamment aux femmes qui en fait travaillent et travaillent beaucoup et en fait en France, les horaires de travail font que comme c'est pas compatible avec les horaires d'école, par exemple, pour les femmes qui ont des enfants, elles sont obligées d'avoir une personne qui vient garder leurs enfants. Est-ce que c'est acceptable que cette personne soit payée 3 fois moins que soi et que cette personne soit toujours quasiment, en tout cas en région parisienne, c'est toujours des personnes racisées, c'est des personnes qui ont une vie extrêmement précaire, qui habitent souvent très très loin du centre de Paris. Moi je viens de Paris et donc je les vois en fait, toutes ces nounous qui viennent garder les enfants des femmes blanches qui vont travailler à la Défense. Et que ça c'est éthiquement acceptable en fait de profiter de ces personnes-là pour son succès personnel. Et donc vous dites oui, il y a toute une génération de femmes qui s'est battue et qui est arrivée à un certain endroit et qui ne veut pas perdre ce qu'elles ont eu, mais de quelle manière l'ont-elles eu? Et là aussi où je questionnais l'idée de méritocratie, c'est-à-dire que ces femmes qui sont arrivées à un certain endroit sont des femmes blanches, généralement, sont des femmes bourgeoises, sont des femmes issues d'un certain milieu. Et pour moi, en fait, on devrait lutter pour que toutes les femmes dans leur ensemble et tous les individus aient accès à des bonnes conditions de travail, soient bien rémunérés, rémunérés avec vraiment un salaire qui permette de vivre décemment. Et il n'est pas acceptable qu'une femme cadre à la Défense gagne 10 000 € par mois pour un travail qui n'a aucune valeur réelle pour la société, alors qu'une personne qui garde les enfants, qui fait un travail d'éducation et de soins, soit payée 1 200 € par mois. C'est pas acceptable en fait. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut questionner éthiquement. On peut pas, on est obligé de remettre en cause ces privilèges-là. Pardon, excusez-moi. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que le regard qu'on peut avoir aujourd'hui, que peut avoir une jeune femme de 30, 35 ans, 40 ans, ne sera pas celui qu'a une femme de 60 ans. Parce que quand vous avez 60 ans aujourd'hui, vous avez connu... je pense que les jeunes femmes d'aujourd'hui ont eu une liberté et un accès au féminisme que leurs aînés n'ont pas nécessairement eu. Et du coup, peut-être qu'à certains moments, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais je ne veux pas porter de jugement parce que je pense que c'est déjà c'est difficile, quoi. Mais d'ailleurs, c'est bien ce que vous disiez de l'éthique qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de burn-out dépasse l'entendement. Merci.
Je peux passer la parole à... Oui. Merci à Alice de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors, je suis Alice Gozlan, je suis l'assistante de Julie Berès, la metteuse en scène de Désobéir. De Désobéir, oui, également, mais de La Tendresse, qui joue ce soir au théâtre et dont... un spectacle auquel certaines d'entre vous vont certainement assister. Je disais désobéir, petit lapsus, c'est parce que j'écoutais la fin de la conversation, parce que c'est le second volet d'un diptyque, dont le premier volet est désobéir, qui présente 4 femmes qui se libèrent, qui est un spectacle sur l'émancipation féminine, et La Tendresse est un spectacle sur la construction masculine. Donc vous verrez 7 acteurs au plateau qui vont porter différentes paroles qui interrogent la construction masculine, et notamment qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'hommes. C'est ce qui est très présent dans le spectacle. C'est un spectacle qui a été écrit donc, par Julie Berès, Kevin Case, Alice Zeniter et Elisa Guez, et qui mêle le théâtre, mais aussi la danse, et qui a été construit à partir de textes préalablement écrits, mais également d'entretiens, de références un peu plus théoriques, et d'improvisation des acteurs.